Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. On a la chance d'être accompagné de Valérie Gastaldi pour parler ce soir du trading et de la raison pour laquelle elle n'utilise pas d'indicateurs techniques. Alors, avant que nous démarrions et que Valérie puisse se présenter, est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, à l'écrit dans la fenêtre questions, que tout fonctionne bien, que vous entendez bien le son? Voilà, on me confirme que tout est OK. Donc, vous voyez la présentation, le son fonctionne, impeccable. Alors, j'en profite pour vous dire que ce soir, on vous a préparé des sondages. Donc, vous verrez tout au long de la présentation, on va vous demander de participer, de donner un petit peu votre opinion, de nous dire ce que vous faites habituellement dans votre trading. Merci à tous. Alors, je te laisse la parole, Valérie, pour que tu puisses te présenter en quelques mots. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie Esteldi. Je travaille chez Day by Day. Nous faisons du conseil. Nous ne prenons pas de position, nous ne gagnons pas d'argent sur les commissions qui pourraient être générées par les mouvements que font les gens qui utilisent nos conseils. Nous sommes toujours payés en flat fee, ce qu'on appelle flat fee, c'est-à-dire des montants fixes. Nos conseils, nous les donnons sur la base d'analyse qu'on appelle comportementale, toujours. Donc, vous connaissez certainement l'analyse technique, mais il y a d'autres analyses comportementales qui existent, qui sont un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre. Mais on se tient à l'écart de l'analyse classique fondamentale ou de l'analyse macroéconomique classique. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi aujourd'hui, parce que c'est une longue histoire. Mais voilà, donc on a une méthode de travail qui est basée avant tout sur la compréhension de la tendance sur les marchés financiers. Et nous pensons que cette tendance existe parce que les investisseurs agissent avant tout en fonction de leurs émotions et que ces émotions, eh bien, on apprend à les décoder et qu'elles donnent lieu à des tendances. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler, je pense, aussi dans d'autres séminaires, parce que c'est vraiment ce en quoi nous croyons. Donc j'essaierai de vous expliquer comment on peut faire attention à ses émotions et beaucoup d'autres choses autour de cela. Mais aujourd'hui, donc, on va plutôt parler d'indicateurs techniques. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. On les regarde un petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parfait. Bah, merci beaucoup, Valérie, pour ces explications. Et on va pouvoir démarrer. OK. Alors, donc, je vais dire des choses qui risquent de ne pas beaucoup vous plaire ce soir, parce que je vais aller contre beaucoup d'idées reçues sur les indicateurs techniques. Mais d'abord, j'aimerais savoir, vous, si vous utilisez à aujourd'hui des indicateurs techniques. Donc, juste, vous devriez avoir une question qui se pose à vous, un petit sondage, et vous nous dites juste oui, non, si vous utilisez des indicateurs techniques. Voilà, Alors, ça y est, on a on a les déjà à peu près les la premiers moitié répondants. d'entre vous. Et Tu vois les vous réponses, du savez, coup, Valérie, qui oui, s'affichent? je vois Ah, que c'est à super. peu près, ça se stabilise à peu près tout le temps entre 25-75 et 20-80, Voilà, c'est ça. en gros, hein, voilà. Et 80%, 85% ont voté. Bon, on va dire que on est sur du 80, 75, sur du 75-25, donc. C'est ça. Et la question suivante, c'est suivez-vous des signaux précis d'indicateurs? C'est-à-dire que quand vous regardez les indicateurs, est-ce que vous avez des niveaux qui vont déclencher chez vous certaines actions, ou est-ce que c'est un peu informatif, mais sans être particulièrement coercitif après vos actions? Donc là, on a quand même plutôt donc, la question étant, suivez-vous des signaux précis? Donc, s'il y a 60 oui et 40 non, donc vous êtes quand même plutôt méthodique apparemment. Ah, on est sur 58, 90%, bon, 60-40, hein, on va arrondir, avec 90% des votants. 60% d'entre vous ont des signaux précis, donc les autres sont peut-être un petit peu plus laxes dans leur façon d'interpréter les indicateurs. Et
Combien d'indicateurs utilisez-vous? Alors ça, bien sûr, c'est une question ouverte, donc vous pouvez juste donner votre chiffre et puis on va essayer de voir un petit peu si c'est s'il y a un seul indicateur ou si vous en utilisez parfois 10 ou si ça s'arrête à 3. Enfin, on va voir s'il y a une Voilà. majorité qui se dégage de Donc, vous votre pouvez façon de écrire votre travailler. réponse dans la fenêtre question et comme ça, avec Valérie, on pourra voir justement combien d'indicateurs utilisez-vous. Donc, allez-y hein, dans la fenêtre question. Ah, ça y est, on a quelques réponses. Est-ce que tu vois les Alors moi, réponses je s'afficher, ne Valérie? les vois pas, moi, pour le coup, là, les réponses. D'accord. Ou alors, je regarde pas Alors, où il faut. Mais là où j'avais les sondages, je voyais des réponses, mais sinon, je ne vois pas. alors, ça tourne majoritairement entre Oui. 2 et 3. Après, il y en a D'accord. quelques-uns qui en ont un ou alors 4, mais je veux dire la grande majorité, C'est c'est 2 à 3. ouais, Bon, ok. exactement. Ouais, ok. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais vous poser une question, mais vous n'avez pas besoin d'y répondre. C'est juste une question pour vous, que vous gardez en tête. Euh, vous y répondrez et vous y repenserez par la suite. J'aimerais que vous vous demandiez finalement qu'est-ce qui vous a amené à utiliser des indicateurs techniques. Voilà. Mais vous voyez, la réponse serait tellement longue et tellement compliquée que, en fait, en groupe, c'est pas une question qui est adéquate. En revanche, à la fin de ce que j'aurai à vous exposer, vous pourrez vous reposer la question de pourquoi vous utilisez ces indicateurs et comment est-ce que ce que je vous ai dit pourrait vous amener peut-être à revoir un petit peu la façon dont vous les utilisez. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est de suivre le cheminement que j'ai suivi moi-même sur les indicateurs techniques. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'analyse technique, on m'a donné des livres d'analyse technique et il y a beaucoup, beaucoup de chapitres dans les livres qui concernent les indicateurs techniques. Donc, on apprend tous les indicateurs techniques, on apprend les formules, on apprend les niveaux auxquels il faut les niveaux qui déclenchent les signaux ou bien les types de signaux qu'il faut suivre, etc. Et en fait, j'étais toujours un petit peu dans la difficulté pour tester ces indicateurs parce que moi, quand j'ai commencé sur les marchés, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs encore. Hein, c'était en 1985. Donc, on commençait à avoir des indicateurs, mais des indicateurs, je veux dire, des ordinateurs. Mais ils n'étaient pas encore connectés en temps réel au marché. C'était le tout début de la connexion en temps réel au marché. Et puis après, avec le temps, les possibilités sont démultipliées et donc j'ai appris des choses sur les résultats de ces indicateurs. Alors, quand on fait un test d'indicateur, et quand je vais vous parler des tests qui ont été faits au cours des 40 dernières années, 30 dernières années, on peut tester tout un ensemble de choses. On peut tester des indicateurs de type moyenne mobile, c'est-à-dire des filtres, hein, des indicateurs qui sont là pour, qui partent du postulat que les bruits, que le prix évolue selon une sorte de tendance, mais autour de laquelle il y a du bruit. Donc, on cherche à supprimer le bruit pour faire apparaître cette tendance. C'est le principe de la moyenne mobile. Mais des moyennes mobiles, comme vous le savez, il y en a plein. Il y a des moyennes mobiles simples, il y a des moyennes mobiles exponentielles. On peut faire des moyennes de moyennes mobiles. On peut faire, enfin, il n'y a pas de limite à l'imagination. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de supprimer un bruit pour faire apparaître une tendance. On peut aussi tester des figures techniques. C'est plus difficile, mais ça a été rendu possible avec un ensemble de méthodes mathématiques qu'on peut mettre en place avec des ordinateurs puissants. Donc des têtes épaules inversées, des doubles tops, des triangles, etc. Ces tests, on peut choisir de les appliquer à différents types de marchés. On peut les appliquer sur des devises, on peut les appliquer sur des actions, on peut les appliquer sur des indices. Donc, il y a eu tout un ensemble de tests qui ont été conduits dans le passé sur ces différents supports. Bon, les conclusions peuvent être un petit peu différentes ou pas. Quand on fait un test, on peut se poser la question des frais. Et parfois, il y a des tests qui ont inclus les frais et d'autres qui n'ont pas inclus les frais. Et il y a des tests qui ont aussi proposé des résultats dans lesquels ils disaient, bon, ben voilà, cette stratégie permet de gagner de l'argent tant que les frais sont inférieurs à
un certain montant. Mais en tout cas, il faut penser, bien entendu, aux frais. Après, les deux éléments, les deux points qui suivent sont un petit peu plus compliqués, mais on peut conduire des tests indicateurs avec des résultats calculés, ce qu'on appelle in sample ou alors out of sample. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes anglais? Donc, sample, c'est l'échantillon en anglais. Donc, en fait, un indicateur technique, en général, on commence par l'optimiser parce qu'il faut choisir le nombre de périodes sur lesquelles on fait le calcul. Si vous faites une moyenne mobile, pour rester sur des indicateurs très simples, est-ce que vous allez utiliser une moyenne mobile 10 jours, 15 jours, 12 jours, 3 mois, enfin bon, vous avez tous ces choix à faire. Donc, normalement, on optimise l'indicateur mobile, l'indicateur technique. Mais bien sûr que quand on fait un test où on optimise un indicateur technique, on trouve toujours une période pour l'indicateur technique, un paramétrage pour l'indicateur technique, presque toujours, qui fait que ça marche. Mais donc, dans les tests, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que ce qu'ils devaient faire, c'était optimiser l'indicateur, mais après, le résultat du test, pour savoir si l'indicateur était bon ou pas, il devait être fait avec des données sur lesquelles il n'avait pas été optimisé. Donc, supposons que vous vouliez optimiser votre stochastique, ben vous allez prendre les 10 dernières années d'historique. Sur les 2 premières années de l'historique, vous allez faire des recherches et voir quels sont les meilleurs paramètres de votre stochastique. Et après, vous allez voir si, avec ces paramètres-là, pendant les 8 années qui ont suivi, vous gagnez toujours de l'argent. Donc, la partie in sample, c'est les 2 premières années sur lesquelles vous faites votre test et la partie sur lesquelles vous optimisez vos indicateurs. Et après, les 8 années qui suivent, ce sont les années au cours desquelles vous conduisez réellement le test de la stratégie que vous aviez imaginée préalablement. Et quand on fait un test, on peut aussi se poser la question de la significativité des résultats. C'est-à-dire que quand on a mis en place une stratégie de trading en se disant je vais acheter quand les prix vont dépasser la moyenne mobile 5 jours et puis après je revendrai quand les prix passeront en dessous de la moyenne mobile 3 jours à condition qu'elle soit passée déjà auparavant en dessous de la moyenne mobile 50 jours. J'invente, bien entendu, mais enfin, vous pouvez avoir un ensemble de conditions pour l'ouverture et pour la fermeture. Vous allez avoir un certain résultat. Il faut que vous vous demandiez si ce résultat, il est significatif. C'est-à-dire que si vous aviez mis en place une stratégie au hasard, est-ce que vous auriez eu, dans quelle proportion des cas, par rapport à cette stratégie générée de façon aléatoire, dans quelle proportion des cas est-ce que vous avez un meilleur résultat qu'une stratégie générée de façon aléatoire ? Et ça, c'est assez récent qu'on fasse ces tests de significativité dans les études sur les indicateurs techniques. Alors, en gros, on peut distinguer 2 grandes périodes dans les tests qui ont été conduits. Une première période, disons de 1960 à 1980, et une deuxième après 1990. Bon, il y a une rupture que je fais volontairement entre 80 et 90 parce que c'était une époque un petit peu d'évolution et que je trouve que les choses montrent, où on voit vraiment la différence dans les résultats après 1990. Entre 1960 et 1980, en bref, la plupart des tests sur les indicateurs techniques concluent que ça marche bien. Mais il faut savoir que la plupart des tests étaient faits sur des périodes courtes, que la plupart de ces tests partaient de paramètres qui avaient été, parlaient d'indicateurs qui avaient été optimisés sur la période étudiée. Donc, tout le test était fait in sample. Ce qu'on se demandait, c'était, tiens, est-ce que le RSI marche? Alors, on prenait 20 ans d'historique, on optimisait le RSI, puis on disait, oui, sur les 20 dernières années, si on utilise un historique à 17 jours, ça marche très bien. Mais sur les années suivantes, on ne se posait pas la question de savoir si ça allait marcher ou pas. Les frais n'étaient pas régulièrement inclus.
dans les calculs. Donc, bien entendu, ça change beaucoup de choses. Et on raisonnait souvent en performance absolue ou en BH, c'est-à-dire en buy and hold. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un test, il faut aussi se poser la question de savoir si la performance absolue qu'on a à générer par le test, si elle est supérieure ou pas à la performance qu'on aurait eue si au début de la période on avait acheté pour revendre à la fin, tout simplement. Hein, donc, est-ce que on peut battre le buy and hold ou est-ce que l'indicateur, en fait, il fait gagner de l'argent, mais si on n'avait fait aucune opération, si on avait acheté le premier jour pour vendre au dernier jour, on aurait gagné encore plus qu'en utilisant la stratégie basée sur les indicateurs. Donc ça, c'était le type de test qu'on conduisait dans les années 60. Ils n'étaient pas encore très aboutis. Les auteurs de ces tests les plus connus, je vous les ai mis ici. Vous pourrez prendre note si vous voulez faire vos recherches. Par la suite, dans les années, donc les conclusions étaient positives. Depuis les années 1990, en gros, plus personne ne conclut que les indicateurs techniques permettent de gagner de l'argent. D'abord, la plupart des tests maintenant sont basés sur des périodes qui sont beaucoup plus longues que les périodes de ces années précédentes. Certains des tests qui sont réputés de ces années-là n'étudiaient que 15 ans d'historique, ce qui est quand même très peu quand on veut établir la validité d'une stratégie en trading. Il n'y avait quasiment jamais de test de significativité. De toute façon, un test de significativité, c'est tellement consommateur de temps de calcul qu'on ne pouvait pas les faire auparavant. C'est uniquement depuis qu'on a des ordinateurs qui sont très puissants que l'on est capable de conduire les tests de significativité. Et beaucoup des tests de significativité aujourd'hui concluent que les résultats ne sont pas significatifs pour les indicateurs techniques. Aujourd'hui, on a systématiquement des optimisations in-sample avec les résultats dont on tient compte qui sont toujours out of sample. Personne ne peut être publié en proposant une optimisation d'indicateurs techniques qui soit faite in-sample et qui disent « Oh, bah, c'est super les indicateurs techniques de cette façon-là » parce que on a compris que c'était trop facile. Quand je parle des personnes peut-être publiées, les gens dont je vais vous parler, les études dont je vous parle, ce sont des études qui passent dans les Journal of Finance. Enfin, c'est comme pour la médecine, hein, la recherche universitaire qui donc est homologuée par des pairs qui est en général reproduite par d'autres personnes, etc. C'est de ça que je vous parle. Hein. C'est pas de ma recherche à moi, c'est de la recherche officielle académique. Maintenant, on tient toujours compte des frais pour savoir si la stratégie rapporte de l'argent de façon systématique. Et on utilise des algorithmes très puissants pour tester de façon optimale énormément d'indicateurs qui peuvent être des combinaisons d'indicateurs. Parce que dans les années 60-80, en général, on testait les indicateurs un par un. Alors que aujourd'hui, on teste les indicateurs plusieurs à la fois. On fait des combinaisons qui peuvent être infinies d'indicateurs pour que chaque indicateur apporte quelque chose de particulièrement puissant. Il y en a un qui va aider ou il y en a plusieurs qui vont aider à comprendre la tendance, et puis il y en a qui vont essayer de comprendre le surachat, la survente, il y en a qui vont aider à placer les stops. Bref, on construit des systèmes aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on essaie aussi, mais ça c'est très compliqué, on essaie de tenir compte des problèmes de liquidité, hein, parce que bien entendu, quand on crée une stratégie sur le papier, quand on est une personne privée et qu'on intervient avec 5 000 € sur une position, on ne fait pas bouger les marchés. Mais quand on est un hedge fund, qu'on doit gérer 5 milliards et pas 5 000 €, bah, là, on a besoin de mettre en place des stratégies qui sont capables d'absorber de gros volumes.
Alors, au cours des années 1990 à 2010, il y a beaucoup d'autres personnes donc, qui ont conduit des tests sur l'analyse technique, dont des gens qui travaillent dans les banques centrales. Christopher Neely travaille dans une banque centrale, Carol Osler a travaillé dans une banque centrale de mémoire, et ils sont dans des grandes universités dans le monde entier. Alors, voilà quelques noms d'études que vous pouvez parcourir si vous parlez anglais et si vous êtes bon en maths. Je ne vais pas vous les détailler, mais comme je vous l'ai dit, il y en a qui concluent que les indicateurs techniques marchent. Les dernières datent de 2000-2001 et elles voyaient des avantages à l'analyse technique. Et il y en a quand même beaucoup qui concluent que ça ne marche pas très bien, et surtout tout ce qu'on a eu autour des années 2000 est extrêmement négatif sur les indicateurs techniques. Je vais juste vous parler un petit peu plus en détail d'une des études les plus récentes qui date de 2009. Qui a été conduite, ça m'énerve, j'ai corrigé 10 fois ce Y ici qui ne devrait pas être là et il vient tout le temps se remettre, je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est Bajrovics, il n'y a pas de Y ici, et Scaillé qui ont conduit cette étude, et ils l'ont faite avec un indicateur qui s'appelle False Discoveries, qui est une méthode qui est particulièrement puissante pour évaluer des combinaisons d'indicateurs. Donc, beaucoup d'entre vous, vous utilisez 2 ou 3 indicateurs. Eux, dans leurs tests, ils ont construit des systèmes avec même plus que ça d'indicateurs. En fait, il y a un nombre de systèmes différents qui est généré, qui a été absolument colossal. Ils ont étudié plein de combinaisons. Et leurs résultats, je les ai résumés ici. Donc là, vous avez le résultat à chaque fois qu'on optimisait les indicateurs sur une certaine période. Et là, vous avez après les résultats sur les périodes suivantes. Sachant qu'ils avaient une approche très dynamique de l'optimisation, c'est-à-dire qu'ils optimisaient sur, je ne me souviens plus vraiment du nombre de mois, mais par exemple, ils optimisaient sur les 3 mois précédents et après, ils appliquaient sur les 9 mois suivants. C'était fait tout le temps de façon dynamique. Hein. C'était continuellement les paramètres des indicateurs étaient tout le temps optimisés pour être au plus près de ce qui avait fonctionné récemment. Parce que bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ce qui marchait en 1910, c'est pas étonnant que ça marche plus en 2020. Bon, eux, dans leur test, ils ont tenu compte de ce type de réflexion. Et donc là, vous voyez que on commence aux années 1900, période 1900, c'est des périodes en gros d'une vingtaine d'années pour leur test. Donc, c'est un test qui a duré sur plus de 100 ans de données. Hein. C'est un des tests les plus importants qui a été fait. Quand on optimise les indicateurs et qu'on ne tient pas compte des frais, eh bien, les indicateurs techniques permettent de gagner de l'argent. Vous voyez, entre 2 et 3% par an. Quand on vient inclure les frais, déjà, on tombe en gros à zéro. Hein, parfois un petit peu plus. Mais ça, c'est avec des indicateurs optimisés, sur la période optimisée. Quand on passe sur le test en grandeur réelle, avec les indicateurs qui ont été optimisés dans le passé, eh bien, en fait, ce que ça rapporte, c'est vraiment pas grand-chose. Dès qu'on met les frais et qu'on travaille de façon honnête avec les indicateurs qui ont été optimisés dans le passé, en gros, on ne peut pas gagner d'argent. Ça ne rapporte rien. Voilà. Donc, il conclut que depuis les années 90, en gros, les indicateurs techniques ne permettent plus de gagner de l'argent sur les marchés. En fait, ça s'explique assez simplement, hein, bien entendu, puisque avant les années 90, comme je vous disais, les ordinateurs n'étaient pas connectés au marché en temps réel. Donc, en fait, il y avait très peu de gens qui avaient des ordinateurs. Et quand on en avait un et qu'on calculait les indicateurs techniques, on avait un énorme avantage sur les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur qui est connecté au marché. Donc, en fait, on peut tous avoir le même signal au même moment.
Et du coup, si on a tous le même signal et qu'on achète tous le même signal, bah, en fait, le prix et l'opportunité qui avait été détectée par l'indicateur est immédiatement supprimée par le marché. Et en fait, cette opportunité disparaît parce que on a acheté, donc on fait monter le prix avec nos achats. Et qu'il ne faut pas penser que vous êtes le seul à utiliser votre indicateur. On est des millions sur les marchés financiers et on a beaucoup d'entre nous, nous avons les mêmes outils. Nous n'avons pas des outils qui sont différenciants quand il s'agit d'indicateurs techniques. Voilà, donc pour moi, déjà, ce test qui est le plus sérieux qui ait été mené de toute l'histoire des tests, le plus complet, décrédibilise complètement l'utilisation des indicateurs techniques. Mais voilà, c'est la conclusion que je viens de vous donner. Hein. Dès qu'on tient compte des frais, on se rend compte que, et qu'on fait les tests de façon correcte, on se rend compte que les indicateurs techniques ne permettent pas de battre le marché, voire même de gagner de l'argent tout court. Alors pourtant, vous le savez, on parle beaucoup de trading algorithmique. Et bien entendu, le trading algorithmique, c'est basé sur les ordinateurs qui vont prendre des décisions. Et on entend tous dire que ça fonctionne et qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec le trading algorithmique. Alors, je vais vous reposer quelques petites questions avant qu'on apporte cette partie sur le trading algorithmique. Quand vous utilisez les indicateurs pour traiter, est-ce que vous avez écrit très précisément les conditions exactes que vos indicateurs doivent remplir pour initier un achat ou une vente? Donc, par très exact, je veux dire, il faudrait que quelque chose d'inexact, ça serait dire oui, ben, si le RSI est bas. Bon, ben, le RSI bas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que c'est quand le RSI passe sous 22, sous 20? Est-ce que c'est quand deux indicateurs, la moyenne mobile 50 jours est haussière, donc ça s'explique un petit peu. Il faut plus d'indicateurs que ça pour le dire à une machine, hein, une moyenne mobile haussière, mais enfin, disons, les prix sont supérieurs à la moyenne mobile 50 jours et le RSI est inférieur à 22, alors j'achète. Bon, par exemple, ça, c'est une condition que j'appellerais une condition exacte. Donc, est-ce que vous avez mis au point des conditions exactes de ce type pour opérer sur les marchés? Donc, j'attends de votre part une réponse oui ou non. Si le sondage s'ouvre. Mais je ne vois plus rien. Alors, le sondage va s'ouvrir. Normalement, vous devriez le voir. Ah voilà, oui, on le voit. Parfait. Donc là, vous pouvez répondre. Oui. Ah, ça y est, on a déjà les premiers votants. On a quand même une majorité de... Ah, Ah ben là, pour le moment, on est devenu à 50-50, donc c'est suspense. Bon, on a 30% des gens qui se prononcent pas, donc peut-être qu'ils sont pas sûrs de... Peut-être qu'ils se sentent, ils sont ni oui ni non. Peut-être que ça dépend des moments, ou enfin, mais alors justement, si ça dépend des moments, vous allez peut-être pouvoir répondre. Donc on va dire qu'on est à 50-50, 48-52, avec 74% des votants, on est à peu près à 50-50. Vous n'êtes pas toujours systématique dans votre application, apparemment. Enfin, vous n'avez pas des règles qui sont très serrées. Alors ma question suivante, c'est quand vous vous trouvez dans un cas où votre indicateur correspond au cas où vous devez acheter ou vendre, est-ce que vous vous réservez un droit de veto sur ce que votre indicateur a conclu? C'est-à-dire que l'indicateur, il est dans la bonne condition, donc normalement, hop, vous devez appuyer sur le bouton pour traiter. Et est-ce que vous vous dites, vous, non, mais moi, je peux ne pas suivre ce que me dit l'indicateur? il n'y a pas d'application systématique finalement, même s'il y a un signal, on peut se dire, bah, malgré le signal, j'y vais pas, quoi. Voilà, exactement.
Ah, on a quand même là Une majorité, une belle une belle majorité de oui, hein. majorité. Ouais, ouais. On va voir si 68%. Donc, ça veut dire que on a 74% des votants. Donc là, pour le moment, on est au même nombre de votants que tout à l'heure. Ouais, et puis on a quelques personnes aussi sur les questions qui nous ont dit oui, donc qui ont peut-être pas réussi à cliquer sur le sondage, mais qui ont indiqué Ah, oui d'accord. également, qui se OK. réservaient ce droit de veto. OK. Donc, bon, a priori, tout à l'heure, on avait 50-50. Donc, même les gens qui ont des conditions très précises qu'ils ont réussi à recenser, eh bien, finalement, les conditions sont précises, mais parfois, ils ne les appliquent pas. Donc, ça n'est plus une condition si précise que ça, hein. Je tiens juste à vous le faire remarquer. Et donc, ça veut dire que avec vos indicateurs techniques, de toute façon, vous ne vous situez pas dans la majorité d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, dans une application systématique comme le fait le trading algorithmique. Parce que qu'est-ce que c'est que ce trading algorithmique? Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? J'ai pris deux définitions dans les dictionnaires. Une qui est la définition la plus courte. Un algorithme, c'est un ensemble de règles permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Donc, en trading, en général, le résultat, c'est achète, vend ou bien ne fait rien à la rigueur. Et les éléments, c'est un ensemble de prix et d'indicateurs. Si on veut aller chercher quelque chose d'un petit peu plus évolué comme règle, alors on apprend qu'un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Voilà, parce qu'il faut, en programmation, c'est important que le nombre d'opérations soit fini. Un algorithme peut être traduit grâce à un langage de programmation en un programme exécutable par un ordinateur. Mais donc, une chose est importante aussi à retenir, c'est qu'un algorithme, ce n'est pas forcément quelque chose qui est appliqué par un ordinateur. Un algorithme, c'est avant tout un ensemble de règles. Donc, même sans programmer d'ordinateur, il est possible de bâtir un algorithme de prise de décision. Et en fait, à chaque fois que nous prenons une décision, nous sommes censés, enfin, si la décision est rationnelle et disons si on est dans un monde professionnel, on est censé utiliser un algorithme de prise de décision, hein. C'est-à-dire qu'on est censé expliquer pourquoi on a pris chacune de nos décisions et en fonction de quels critères. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus large peut-être que ce que vous pensiez. C'est pas forcément du trading par machine, mais c'est quand même dans les marchés une nouveauté. C'est ce trading algorithmique. Alors ce trading algorithmique, là, je vous recommande très fortement de parcourir cette étude qui a été faite par l'AMF sur le trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est une partie de trading algorithmique. Ça n'est pas tout le trading algorithmique. Mais en termes de volume, ce sont les plus gros volumes de trading qui se rencontrent sur le marché. Arnaud Seredziuk, qui a conduit cette étude, a pu mesurer, et bon, ce n'est pas une mesure absolument certaine, mais qu'a priori, en France, ce trading haute fréquence sur les actions du CAC 40, c'est 50% des ordres, hein, on n'est pas en train de parler des volumes là, c'est juste les ordres. 50% des ordres des actions du CAC 40 sont en provenance de 3 sociétés de gestion ou banques, et seulement 3. Donc, vous voyez à quel point il y a des gens qui sont extrêmement actifs en termes d'émission d'ordres. Parce que ce trading haute fréquence, en fait, les ordres qui sont envoyés au marché, eh bien, ils sont envoyés, mais c'est même pas toutes les secondes, c'est toutes les microsecondes que des ordres sont envoyés. Et il y en a aussi qui sont annulés à la même fréquence. Et donc, ce que vous voyez dans les carnets qui bougent très vite, c'est généralement, enfin dans un cas sur deux, hein, à peu près, sur les actions, ce sont des ordres qui sont émis par des machines, mais qui ne sont pas du tout durables, qui entrent et qui sortent des carnets à tout bout de champ. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec les ordres
de gens comme vous ou d'investisseurs qui, eux, ont conduit une analyse fondamentale et qui se disent « je vais acheter de l'air liquide parce que c'est une action qui monte tout le temps à long terme ». Bon, voilà. Et ces gens-là, vous ne les voyez que dans un cas sur deux. Sachez aussi que ces gens qui font du trading haute fréquence, par rapport au nombre d'ordres qu'ils envoient, qui est donc absolument énorme, en gros, 1 à 5% de leurs ordres sont exécutés. C'est-à-dire que 99% des ordres qu'ils envoient sont annulés. Donc, sachez bien que ce que vous voyez dans les carnets, ça ne veut rien dire. Parce que, je parle bien des carnets Euronext, etc. Hein, je pense que chez IG, ce qu'il y a dans les carnets, il n'y a pas de trading haute fréquence à l'intérieur. Mais sur les carnets de marché, il y a des gens qui vont vous dire qu'en lisant les carnets, ils arrivent à comprendre ce qui va se passer dans les secondes qui viennent. Ne les croyez pas. C'est juste, c'est impossible à comprendre vu que je vous dis, ces ordres, ils sont annulés pour 99% d'entre eux. Donc le trading haute fréquence, en Europe, on estime que c'est 30 à 35% du volume. Donc là, et aux États-Unis, 50 à 60% des volumes. Donc c'est vrai que c'est un trading algorithmique. Et c'est vrai que c'est un trading donc, qui est fait à partir, mais pas forcément d'indicateurs techniques que l'on connaît nous, mais en tout cas, bien entendu, de mathématiques, parce qu'une machine, quand on doit la programmer, parce que c'est pas quelqu'un qui peut réagir en microsecondes, donc c'est forcément des machines qui sont programmées, qui mènent toutes les opérations en toute indépendance, et donc forcément, c'est basé sur des calculs mathématiques comme pour les indicateurs. Mais ces gens, ils arrivent, donc quand on vous dit que les marchés sont manipulés, c'est eux qui manipulent les marchés. C'est à ça qu'il faut que vous sachiez que les gens font référence quand on vous dit les marchés sont manipulés. Et l'AMF, effectivement, sait que ces hedge funds interviennent pour déséquilibrer les carnets d'ordre, que parfois ils vont réaliser des achats pour inciter des tas d'autres personnes à acheter, donc des gens qui ont des indicateurs techniques qui donnent des signaux quand les prix dépassent un certain niveau. Ah, les prix montent, il y a un signal qui est donné, donc les gens suivent, et eux, les gens en trading haute fréquence, en face, ils vont vendre. Donc ça, ce sont des stratégies qui sont très identifiées. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que les sociétés qui font ça gagnent 100% par an. Hein. En général, ce qu'elles arrivent à gagner, ça s'exprime plutôt en 10% par an. Ça sera peut-être certaines années 2%, peut-être les années excellentes 15%, mais on reste dans des données qui sont dans des rendements qui ne sont pas inouïs. Hein. Et ces gens s'appuient sur des moyens qui sont absolument considérables, des moyens informatiques et des moyens humains, parce que pour programmer ces machines, ils ont de très grosses équipes d'ingénieurs. Donc, ce qui est important, c'est que ces gens, c'est Goliath. Et ne croyez pas que vous puissiez être David avec vos indicateurs et que vous puissiez faire tomber Goliath en l'attaquant au bon endroit. Parce qu'en fait, ces indicateurs, ces ordinateurs qui tournent, tous les indicateurs qu'on a, nous, parce que moi j'ai les mêmes que vous, hein, je ne travaille pas dans du trading à haute fréquence, j'ai pas fait le MIT, j'ai pas fait Polytechnique Centrale ni quoi que ce soit, et je ne travaille pas avec 10 autres personnes qui ont des cerveaux qui fonctionnent à 100 000 à l'heure autour de moi. Donc les indicateurs qu'on a nous à notre disposition, mais ces gens-là, ils les font tourner continuellement, ils leur font donner des faux signaux continuellement comme ils veulent. Donc, en fait, les indicateurs sont avant tout qui sont utilisés de façon à créer du profit. Quand vous entendez parler de trading à haute fréquence, c'est dans ces cas-là, mais ils ne sont pas du tout à notre portée. Il faut s'en rendre compte. On ne peut pas avoir ces résultats-là. Donc, les tests que je vous ai montrés en premier ne sont pas en contradiction
avec le fait que le trading algorithmique s'est beaucoup développé et que certaines personnes, mais croyez-moi, elles sont peu nombreuses, arrivent à gagner de l'argent avec du trading algorithmique. Pour conduire ce trading algorithmique, il faut des moyens informatiques phénoménaux. Il faut des réseaux qui communiquent avec les bourses au plus vite. Donc, en fait, les hedge funds cherchent à implanter leurs ordinateurs dans les bourses pour gagner les microsecondes qui leur sont indispensables à alimenter les carnets et à annuler leurs ordres de carnet. Et donc, nous, on n'a pas ces moyens-là. On ne se bat pas du tout de façon équitable quand il s'agit d'un trading automatisé. Alors, j'en profite parce qu'on avait une question, Valérie, sur Oui. la partie justement. Alors, si tu peux revenir sur la slide d'avant, c'était le troisième, voilà, le quatrième point, le quote stuffing, où les personnes me disaient, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont le droit d'annuler leur ordre? Et en fait, non, c'est Oui. juste qu'il y a tellement d'ordres en plus qui sont envoyés que tous ne sont pas exécutés. Ah, Corrige-moi si mais je me ils ont trompe. le droit d'annuler leurs ordres. Tout le monde a le droit d'annuler son ordre. Ah ben, une fois qu'il a été exécuté, non. Bien entendu, quand il est exécuté, il est exécuté. Mais ce code stuffing, c'est un problème parce que ça utilise aussi beaucoup de ressources et que ça permet de brouiller les pistes, quoi. Le truc, c'est qu'ils cherchent à provoquer des signaux chez les autres et à en tirer parti eux-mêmes. Donc, ils sont prêts à mettre un certain montant d'argent sur la table pour faire démarrer un mouvement de marché. Et s'ils démarrent dans des proportions qui leur conviennent, eux, ils vont pouvoir en tirer profit en clôturant derrière parce qu'ils ont acheté avant. Donc, une fois que vous achetez derrière et que vous faites monter, ils vont revendre pendant que vous êtes en train d'acheter. Bien sûr que parfois, ils se trompent. Hein. Il ne faut absolument pas penser que ce sont des stratégies sans risque. Ça n'est pas le cas. Les bourses, certaines bourses se sont posées la question d'interdire l'annulation d'ordre à ces hedge funds, voire à tout le monde peut-être, je ne sais pas, mais c'est un problème. On n'a pas encore de solution. Il y a des gens qui disent que ça apporte de la liquidité au marché. C'est vrai qu'à certains moments, ça apporte de la liquidité, ces ordres, mais en fait, on s'est aussi rendu compte que quand les marchés se mettaient à décaler très vite, alors les carnets se vidaient. Et que ces gens qui sont là quand les marchés sont relativement stables, ne sont plus là quand on aurait besoin de venir ajouter de la liquidité au marché. Donc, la conclusion de l'AMF n'est pas violente, mais en même temps, elle ne trouve pas que ce soit une très bonne chose, le trading haute fréquence. Hein. Je vous donne mon interprétation de ce que je comprends de l'AMF. Après, il faudrait les interroger vraiment, eux, pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais voilà, donc c'est autorisé, c'est complètement légal, mais on ne peut pas se battre contre. Enfin, on est beaucoup plus faible. On n'a pas les mêmes moyens. Donc, il faut savoir que ça existe parce qu'il ne faut pas… Vous savez, j'entends souvent des gens me dire « Oh, mais tenir une position du jour au lendemain, avoir une position ouverte le soir, c'est risqué. » Mais non, ce qui est risqué, c'est de faire du trading sur des horizons de temps les plus courts parce que plus vous allez sur les horizons de temps courts, plus vous êtes en situation de faiblesse par rapport à des gens qui ont des moyens qui sont plus importants que vous. Donc, il faut que vous alliez sur des horizons de temps sur lesquels vous êtes potentiellement à égalité avec les autres. Hein, parce que ces gens qui font du trading algorithmique, ils envoient des ordres toutes les millisecondes. Mais ce qui veut dire que ce qu'ils ont acheté ce matin, mais ils l'ont revendu dans la minute. Hein. Ils ne prennent pas des positions pour dans 3 semaines. C'est des positions qui durent très peu de temps. Il y a aussi des algorithmes qui prennent des décisions à plus long terme, mais ils ne représentent pas une aussi grande partie du volume. Ils sont beaucoup plus petits dans leurs interventions. Donc, ils ne font pas bouger les marchés immédiatement comme nous et ils ne créent pas des faux signaux, etc. C'est une approche sur un horizon de temps qui est beaucoup plus long. Donc, vraiment, moi, ma conviction, c'est que dans les marchés actuels, il faut chercher à aller là où les machines ne sont pas. Et voilà, les machines, elles sont sur les indicateurs. Donc, les indicateurs, il faut vraiment s'en méfier parce que c'est difficile d'en tirer profit. Alors, comment on peut débuter en bourse sans indicateur ? Hein, là, j'ai juste une question à vous proposer. Est-ce que dans la liste des conditions que vous avez pu développer quand vous utilisez les indicateurs, est-ce que parfois vous avez des conditions qui vous disent simplement ne vends pas ou n'achète pas? Vous voyez,
souvent, on cherche un indicateur qui nous dit quand acheter ou quand vendre. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez pensé à utiliser les indicateurs et certaines conditions d'indicateurs pour vous dire de ne pas acheter ou de ne pas vendre? Ouais, finalement, c'est un peu tout le système inverse de ce qu'on fait actuellement. Ce serait plutôt un garde-fou, en quelque sorte, quoi. Ah bah oui, oui. Alors, 67%, à 70%, on sait qu'on cale Ah, un quand petit peu. même On pas est à mal de 60. oui, hein. Je dois Oui, dire oui, que c'est je bien, suis assez c'est très étonnée, bien. hein. Ah ouais. Ouais, 60-40. 73%, 63-38. 63-38, c'est bizarre ça. Ça fait plus que 100, ça fait, ça fait 101. Bon, on va dire, donc on va arrondir à 60-40, hein, avec 73% des votants. Donc ben, c'est très bien parce que justement, il y a quand même un domaine quand on débute qui peut être intéressant quand on utilise un indicateur technique. Et là encore, je vous propose juste des moyennes mobiles parce que comme ça, je sais que tout le monde connaît les moyennes mobiles. Quand on donne les paramètres, on sait très simplement à quoi ça correspond. Mais en fait, c'est un sujet dont on reparlera dans une prochaine conférence ensemble. Mais quand on examine l'ensemble des opérations qu'on fait au cours d'une année et combien on a gagné sur chacune d'entre elles, combien on a perdu sur chacune d'entre elles et qu'on essaye de compter un petit peu, déjà, on se rend compte que si on arrive, donc si par exemple vous faites 100 opérations dans l'année, hein, si vous aviez éliminé les 5 pires opérations de l'année, eh bien, votre résultat de l'année aurait fait un bond absolument considérable. Juste en éliminant les 5 pires opérations. Donc, comment on fait? Et moi, j'invite toujours les gens à commencer à travailler quand ils débutent, commencer à travailler juste à arrêter de faire des grosses bêtises. Parce que faire des choses très intelligentes, il va falloir plus d'expérience. Donc, commençons par avoir des ambitions qui soient faciles à rejoindre. Et puis, quand on les a rejointes, on peut se mettre des ambitions un peu supérieures et qui exigent plus de travail, mais on aura aussi eu le temps d'acquérir plus d'expérience, d'avoir d'autres idées, d'avoir parlé à plus de personnes, etc. Et je trouve que certaines règles, il y a même beaucoup de règles des indicateurs techniques qui, quand on débute, peuvent être intéressantes. Parce que le problème quand on débute, c'est qu'on est facilement perdu parce qu'on reçoit des prix, on reçoit des informations continuellement pendant toute la journée. Donc, quelles sont les choses qui sont les plus pertinentes? C'est difficile de faire un tri. Et bien sûr, les gens, en général, utilisent des indicateurs parce que l'indicateur, comme on le disait au début, il est là pour filtrer. Donc, il transforme un ensemble d'informations phénoménales en quelque chose de simplissime. Quand on prend une moyenne mobile, en gros, c'est est-ce que les prix sont au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile? C'est binaire. Ou alors, est-ce que la moyenne mobile 50 est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 200? Bon, donc cette capacité des indicateurs, elle est très agréable quand on débute. Et je ne la renie pas. Je sais que ça peut faciliter la vision de marché. Et je pense qu'il faut s'appuyer dessus parce qu'en fait, justement, à certains moments, on est un petit peu dépassé et on peut être rattrapé par ses émotions. On peut avoir l'impression que les informations que l'on reçoit, qui sont publiées en macroéconomie ou en microéconomie sur les entreprises, sont excellentes et donc avoir très envie d'acheter, ou alors qu'elles sont très mauvaises et avoir très envie de vendre. Mais en fait, prenez le temps de regarder quelques indicateurs très simples et repérez dans vos pires pertes si certains d'entre eux vous auraient permis d'éliminer ces pires pertes. Bien sûr, ça va vous avoir fait éliminer peut-être d'autres opérations qui n'étaient pas parmi les pires, mais regardez si vous auriez éliminé votre plus gros gain. Parce que bien entendu que si ça vous fait éliminer une fois la plus grosse perte et une fois le plus gros gain, alors ça ne sert à rien d'utiliser cette règle. Mais quand on débute, en général, on n'a pas beaucoup de très gros gains. Et ils surviennent un petit peu par hasard.
Donc, commencer à travailler sur les plus grosses pertes, c'est rentable. Et une simple règle comme tant que la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 montent et que la 50 est au-dessus de la 200, je n'ai pas le droit de vendre à découvert, ni l'indice, ni l'action. C'est très simple, mais ça évite de chercher à vendre les points en haut parce qu'en fait, beaucoup de gens, quand ils voient que le marché a trop monté, ont envie de vendre. Et quand ils voient que le marché a beaucoup baissé, ils ont envie d'acheter. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, les marchés, surtout sur les actions et sur les indices, parce que tendanciellement, les marchés, ils montent. Ils passent beaucoup plus de temps à monter qu'à vendre. Donc, si vous faites un truc qui est très simple, qui est de vous dire combien de jours de l'année est-ce que les marchés vont clôturer en hausse et combien de jours de l'année est-ce que les marchés vont clôturer en baisse, il faut que vous soyez principalement acheteur parce qu'il y a une majorité de jours où les marchés clôturent en hausse sur une longue période. Bien sûr que si vous faites votre étude sur l'année 2008, il y a une majorité de jours où le marché a clôturé en baisse. Cette année-là, il fallait plutôt vendre à découvert tous les jours en 2008. Mais sur une très longue période, les marchés actions et donc les indices, ils montent. Donc en fait, il vaut mieux avant tout chercher à acheter, alors que les gens qui débutent en bourse, ils ont principalement envie de vendre quand on arrive sur les nouveaux sommets. Je vous parle des gens qui cherchent plutôt à aller faire des opérations de type spéculatif, comme celles que vous venez faire normalement chez IG. C'est-à-dire que chez IG, vous pouvez traiter des indices dans les quantités que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur un courtier classique. Donc, normalement, vous venez chez IG d'abord pour faire ce type d'opération. Et ce type d'opération-là, eh bien, souvent, vous allez vouloir vendre l'indice dès que vous le voyez monter un peu trop. Bon, mettez-vous des règles qui vous empêchent de faire ce type d'opération. Une autre règle que... ah ben tiens, j'ai pas... bon, zut. J'ai oublié de changer mon graphique. Tant pis, mais ça va vous parler. Quand un indicateur... Donc, la règle que je vous ai proposée avec les moyennes mobiles, elle est valable aussi à la baisse pour vous empêcher d'acheter trop tôt. Mais quand les indicateurs montrent des divergences haussières, ne vendez plus à découvert un nouveau plus bas. Donc, supposez que ici, tout au début de mon graphique, là, j'espère que vous voyez ma souris qui monte, parce que là, on est en train de monter. Non, alors ok, on va regarder ce graphique-là et on va supposer qu'on avait une divergence baissière entre le sommet du mois de mars et le sommet du mois d'avril. Eh bien, si vous aviez une divergence potentielle, d'indicateurs, par exemple de MACD ou de RSI ou d'autres indicateurs si vous en utilisez d'autres, eh bien, quand on fait ce nouveau sommet, quand on vient franchir cette résistance et qu'on fait un nouveau sommet sur une période relativement longue, n'achetez pas. Attendez, parce que le moment où vous avez une divergence, souvent, c'est que vous avez un faux signal. Dans la plupart des cas, vous avez un faux signal. Il ne va pas nécessairement se manifester immédiatement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le lendemain que les choses vont aller contre vous, mais avec un peu de patience, normalement, vous allez avoir une meilleure opportunité d'intervention. Voilà. Donc, je vous en donne juste deux, mais je ne suis pas là pour vous donner des trucs, parce que de toute façon, moi, je les utilise plus, ces choses-là. Mais quand on débute, ce sont des choses qui peuvent ramener à la raison et éviter de s'entêter à aller contre la tendance. Et bon, voilà. D'abord, je vais vous montrer ce slide-là. Et je vais vous reposer quelques questions. Donc, je vous ai dit comment on pouvait débuter avec des indicateurs et je vous ai dit il ne faut pas les utiliser. Donc, je vais vous proposer la méthode vers laquelle je pense qu'il faut que vous évoluiez. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous utilisez les stop-loss? Oui ou non? Maëva? Ça repart. Ça devrait être affiché là déjà. Ça y est, Est-ce que chez tu le moi, vois ça à y est. l'écran? Ouais, ça y est. Parfait. Bon, c'est bien. Ah, ça baisse là. Allez, 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 les stops, les stops.
75-25, 76-24. Ah, ça reste quand même majoritairement Bon, du… c'est quand même très la majoritaire. On a quand même une personne sur 4 qui n'utilise pas les stops. Alors, Mais on a quand même quelques questions. Alors, je me permets de t'interrompre oui, sur alors ce que c'est vas-y, j'allais qu'un dire. un stop loss. Parce que c'est vrai qu'on utilise ce terme par habitude. Un stop loss, c'est tout simplement le seuil de protection pour lequel vous vous dites, voilà, si mon opération n'évolue pas dans le sens attendu, eh bien, à tel niveau, je coupe. C'est-à-dire que vous avez une perte acceptée que vous estimez raisonnable par rapport à votre objectif de gain. Donc, c'est vraiment ça un petit peu le stop loss, hein. C'est le moment où on dit, bah, stop, finalement, j'admets que j'ai eu tort et on arrête là avant que la position soit trop perdante. Voilà. Et en général, c'est un niveau qu'on fixe avant d'ouvrir la position. On se dit, j'accepte d'acheter aujourd'hui, mais si les prix passent sous tel prix, eh bien, je couperai la position, je ne réfléchirai pas, je couperai la position. Je prendrai ma Voilà. perte. Je couperai mes pertes, mais on garde une perte, hein, du coup. Donc, On a aussi c'est quelques voilà. D'autres personnes qui nous questions? expliquent qu'elles se couvrent avec des options et que de ce fait-là, elles n'utilisent pas les stops dus à la couverture. Ouais. Ah, ça, c'est des sujets assez pointus dont C'est on ça. pourrait Je pense que débattre. c'est une minorité, Ouais, voilà, ouais, très. ouais, ouais. Ouais, parce que les options, elles ont des dates d'échéance hein, quand même. Et il faut Mm, savoir la bonne quantité, quelle quantité acheter. Bon, mais alors, les deux autres questions que je vais vous poser, ce sont des questions ouvertes. Donc, il faut que ceux d'entre vous qui veulent répondre, donnez-nous vos réponses, tapez-les. Comment placez-vous vos stop-loss? Alors, essayez de ne pas me faire une grande histoire, mettez-moi juste quelques mots, hein. Par exemple, vous avez un indicateur comme voilà, pardon, je fais l'indicateur de suivi. Bon, enfin, il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de stop. Pardon, là j'ai un trou de mémoire. Ou bien alors, vous donnez une perte maximum. Donc, dès que vous perdez 3%, 1,5%, 10%, peu importe, mais en tout cas, vous stoppez. C'est ce qu'on appelle un stop financier, hein. C'est-à-dire qu'il est indépendant de l'évolution de l'analyse technique. C'est juste, vous ne vous autorisez pas à perdre plus d'un certain montant, quoi qu'il en soit. Alors, Euh, on a un peu des deux, justement, un peu des deux réponses. On a quand même majoritairement des critères de prix avec plus bas précédent, niveau prix, support mm, ou au-dessus d'une résistance. On a une personne qui utilise l'ATR, beaucoup de plus haut, plus bas de la journée, support, résistance, encore une fois. Quelques personnes qui utilisent le stop financier que tu évoquais tout à l'heure, à savoir 17 points, 1%. ouais, Mais ouais, ça, c'est une minorité, hein. C'est vraiment minorité. surtout support, Des résistance, niveaux, niveau de support, prix. résistance, etc. Ouais. Bon, bien, très bien. Et ma dernière question, c'est comment décidez-vous de mettre en place une idée ou pas? Parce que pour la plupart d'entre nous, on fait notre boulot tous les soirs, tous les matins, toutes les semaines. Enfin bon, ça dépend du rythme auquel vous traitez. Vous passez en revue un certain nombre d'actions, d'indices, ça dépend ce sur quoi vous traitez. Et puis vous prenez des notes, vous construisez des stratégies. Et il y a un moment où il faut appuyer sur le bouton, hein. Il y a toujours ce fameux moment où on appuie sur le bouton. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que vous allez appuyer ou que vous n'allez pas appuyer? Est-ce que vous avez des critères? Donc, c'est une question ouverte hein, aussi. Parce que là, je ne peux pas vous proposer de… Alors pour le moment, on a théorie de dos, Fibonacci, critères définis dans la stratégie de base. Lorsque mes conditions sont réunies, je vends ou j'achète. Bougie impulsive, canal. Ok, donc vous faites attention à quelque chose qui vient se produire sur le prix et vous avez réfléchi à savoir si vous vouliez acheter ou vendre. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui surgit sur le prix. Donc, vous atteignez un niveau de Fibonacci, vous remarquez une bougie. Alors, canal, peut-être sur une sortie de canal, je ne sais pas, enfin une sortie de figure en général peut-être. Et à ce moment-là, hop, vous y allez. Mais ça ne me dit pas Voilà. comment vous n'y allez pas.
Oui, là, il y a encore, Parce lorsque j'ai le qu'en max de général, signaux qui convergent, oui, cassure oblique, je me méfie des annonces économiques importantes. ouais. Compte Parce démo que c'est avant aussi validation de important. la stratégie. C'est aussi important de réfléchir, et vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse tout de suite, hein, mais je vous invite à vous poser la question de pourquoi parfois est-ce qu'il y a des stratégies que vous ne mettez pas en place. Ah En oui, fait, voilà. moi, sincèrement, hein, si vous réfléchissez à ça, je ne sais pas à quel niveau du trading, de votre trading vous en êtes, mais moi, c'est en commençant à réfléchir à ça que j'ai fait le plus de progrès. Mmh. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis en place cette stratégie? Parce que j'ai remarqué à un certain âge que les stratégies que je mettais en place, elles marchaient beaucoup moins bien que les stratégies que je mettais pas en place. Enfin, pas toutes, mais que les meilleures stratégies qu'il aurait fallu que je mette en place, je ne les ai pas mises en place. Et que celles que j'avais mises en place, bon, parfois elles marchaient pas, mais elles étaient un petit peu, il n'y en avait jamais des spéciales, quoi. Donc, je vous invite à vous poser cette question de pourquoi est-ce qu'il y a certaines stratégies que je ne mets pas en place. Mais on en reparlera, il y aura d'autres séminaires, donc il y a plein de choses dont on pourra reparler. Mais voilà, je vous invite à réfléchir. Alors, je reviens au Alors slide juste, d'avant parce que je te dis parce oui, qu'il y a deux, trois propositions oui, intéressantes. bien Donc il y a sûr. les bornes de Bollinger sur compression, calcul du nombre de jours haussiers et baissiers. Ça, je n'avais jamais entendu parler de cette méthode, mais voilà. Donc apparemment, Ben non, mais c'est bien, il personne faut inventer la l'expérimente. sienne. Voilà, c'est Donc ça. ça, c'est déjà un truc relativement abouti. Alors moi, je vais vous dire vers quoi une fois encore, pourquoi je vous propose de limiter le nombre d'indicateurs vraiment que vous utilisez. Plus vous allez progresser, moins il faudra en utiliser. C'est parce qu'un indicateur n'a pas de stop loss. Si vous vous appuyez sur un indicateur pour ouvrir une position, donc par indicateur, j'entends bien quelque chose de mathématique, pas un support ou une résistance. Cet indicateur, il va vous dire achète, mais au moment où vous achetez, l'indicateur ne peut pas vous dire quand il va changer d'avis. Il ne peut pas vous dire donc quand il ne faudra plus acheter. Et à l'opposé, si vous vendez, il ne peut pas vous dire quand cesser de vendre. Et en fait, ce qui me semble être le plus important quand on fait du trading, c'est de savoir couper ses pertes. C'est vraiment la chose principale qu'il faut arriver à mettre en place au départ. Et donc, il faut des méthodes qui fournissent des stop loss, donc qui permettent de ne pas se laisser entraîner dans des pertes importantes et des méthodes qui soient efficaces. Parce que le problème des stop loss, c'est que si on ne sait pas les fixer correctement, ben on se décourage de les utiliser. Ou alors on va les bouger. C'est-à-dire que quand le marché va arriver à proximité du stop qu'on avait prévu au début, on va se dire ouais, mais en fait, je me rends compte que ça aurait pu être un autre stop. Et du coup, on va le décaler un petit peu pour donner un petit peu plus de temps à sa stratégie. C'est une erreur que j'ai fréquemment rencontrée, que j'ai faite moi-même, hein, donc, et je sais qu'il y a des tas d'autres personnes qui la font. Et il faut donc mettre en place des outils qui évitent ce type de situation. Donc les objectifs, ça va être ma méthode à moi, c'est vraiment de trouver une tendance qui soit haussière ou baissière, de se tenir donc à l'écart de tout ce que l'on appelle tendance neutre. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 types de tendances sur un marché, les tendances haussières, les tendances baissières et les tendances neutres, dans lesquelles nous sommes depuis le mois d'avril, par exemple, sur le CAC 40. Et d'identifier le niveau d'invalidation de la tendance. Et ça, Maëva, on en reparlera. On en a parlé lors de la séance précédente. On en reparlera dans d'autres séances. Parce qu'en fait, un niveau d'invalidation, c'est pas le plus haut de la veille ou le plus bas de la veille. C'est pas juste un support, c'est pas un Fibonacci. C'est quelque chose qui demande un petit peu plus de réflexion. Et c'est quelque chose, vous n'avez que ça sur quoi il faut que vous travaillez. Parce que si vous apprenez à identifier les niveaux d'invalidation de façon correcte, vous allez continuer à faire certaines erreurs, mais en fait, vous allez vraiment savoir à quel moment vous devez vous couper. Si vous savez à quel moment vous devez vous couper, eh bien vous pouvez en déduire à quel moment vous devez acheter. Parce que en fait,
si vous trouvez que sur le CAC 40, le niveau d'invalidation, c'est 7077 actuellement, je dis n'importe quoi, hein, mais enfin, voilà, exemple, je reste à l'achat tant qu'on n'a pas enfoncé 7077. Bah, à quel moment est-ce que vous voulez acheter à 7400? 7400, si vous achetez aujourd'hui et qu'on baisse à 7200, bah, si votre niveau d'invalidation, si la tendance haussière elle est invalidée sous 7077, il ne faut pas que vous bougiez. Donc, vous avez perdu 200 points, il faut que vous restiez long. Mais si on baisse à 7100, il faut encore que vous restiez long. C'est uniquement si on arrive à 7076 qu'il va falloir que vous coupiez votre position. Est-ce que vous êtes capable de vous projeter dans 2 jours ou dans 3 semaines ou dans 2 heures et de tenir une perte de 323 points sur le CAC 40? Ou est-ce qu'en fait, vous allez prendre peur, vous allez changer d'avis auparavant? Donc, si ce niveau d'invalidation, s'il est correct, hein, et ce n'est pas le bon niveau d'invalidation, en étant de tendance neutre, il n'y a pas de niveau d'invalidation. Sur la tendance qu'on appelle court terme, qu'on trouve sur les graphiques daily, après, il faudrait passer sur des tendances intraday, mais ils changent tout le temps, donc je ne les connais pas par cœur. Donc, savoir trouver le niveau d'invalidation, c'est ce qui va vous permettre de trouver le prix auquel vous êtes prêt à acheter, parce que c'est celui où vous allez être capable de supporter dans le futur la perte que vous pourriez encourir, sans changer d'avis. Parce que le problème, c'est que justement, très souvent, eh bien, on change d'avis. On a peur avant d'être coupé, et du coup, parfois, il y a une mauvaise nouvelle qui sort, le marché décale, on se dit, oulala, mais je vais être coupé dans 5 minutes, donc je préfère me couper tout de suite. Ou alors, au contraire, on se dit, non, mais il y a eu une mauvaise nouvelle, mais en fait, le marché va se reprendre, donc j'applique pas mon stop tout de suite, j'attends que ça remonte. Et ça, c'est ce que j'ai appris en bas de, c'est mon dernier point, maîtriser ces éléments intuitifs, hein, qui sont avant tout des éléments donc émotionnels. C'est le truc qui prend le plus de temps, mais c'est ce qui va vous permettre après d'appliquer votre stratégie de façon systématique, c'est-à-dire d'être vous-même votre propre algorithme. Parce que l'avantage des machines, c'est que quand vous leur avez donné une règle, elles n'ont pas d'émotion, elles vont les appliquer tous les jours, à toutes les heures, de la même façon. Alors que vous, eh bien, votre machine, vous avez repéré des signaux et parfois, vous vous permettez de ne pas appliquer les signaux. Et parfois, vous allez les appliquer. Et peut-être même parfois, vous allez passer des ordres alors que vous n'avez pas eu de signal. À ma connaissance, ça arrive quand même assez fréquemment. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais on ne peut apprendre à les maîtriser que si on arrive à mettre au point une méthode dans laquelle on a confiance et d'avoir des stops dont on se rend compte que quand on les a appliqués, bah, dans la plupart des cas, on est bien content d'avoir été stoppé parce que c'est désagréable d'être stoppé, on perd de l'argent. Mais si ce qui s'est passé après, c'était encore pire, bah, on se dit, bah, dis donc, j'ai perdu 2%, j'ai perdu 3%, mais j'en aurais perdu 15 si j'avais attendu. Donc, en fait, j'ai bien fait. Bah, la fois d'après, on va réappliquer ces stops, on va continuer à travailler ces stops. Et plus on va les travailler, plus ça sera facile de bien les comprendre et de bien les fixer. Mais on va en reparler de ce niveau d'invalidation parce que j'appuie dessus. Je ne peux pas vous apprendre tout le même jour, hein, je suis désolée, c'est pas possible, c'est pas simple, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut tout apprendre. Mais un support n'est pas un niveau d'invalidation. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, parce que des supports, il y en a partout et des niveaux d'invalidation, il y en a un par tendance, point barre, alors que les tendances ont plusieurs supports. Et donc, c'est ça, la clé pour moi, qui a complètement remplacé dans tout ce que je fais les indicateurs techniques. Je ne fais que travailler sur les niveaux d'invalidation. Quand est-ce que la tendance changerait? Donc, quand est-ce que, si j'achète, je ne veux plus être à l'achat? Quand est-ce que je vais couper ma position? Et sachant que c'est sous ce prix-là ou au-dessus de ce prix-là que je vais changer d'avis, à quel moment est-ce que je dois acheter? Quelles sont les pertes que je m'autorise dès maintenant? Est-ce que je vais supporter de perdre ce montant-là? Si je ne supporte pas, ce n'est pas une opération pour moi, il faut que j'attende de meilleures conditions. Peut-être que je ne pourrais pas le faire, mais en tout cas,
vous proposerai dans d'autres séminaires. À chaque fois, mes interventions développeront différents points de toute cette méthodologie. Mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant plusieurs années. Et finalement, maintenant, je m'y tiens. Je trouve que ça fonctionne assez bien, mais il faut travailler un peu. Si je résume, ça veut dire qu'au moment où tu vas entrer en position, donc ce sera majoritairement une tendance haussière, Sur les et actions, oui. Oui, voilà, sur les et tu actions. Ouais. vas en fait te dire, voilà, je sais que le niveau d'invalidation est là, c'est Oui. un risque de temps, donc Mhm. soit je suis prête à prendre ce risque et j'y vais, Voilà. soit je ne suis pas prête à le prendre et dans ces cas-là, je n'entre pas en position. C'est ça? Exactement. Exactement. D'accord. Ouais. Et parce que, en fait, souvent les gens se disent oh là là, j'ai l'impression, donc j'ai lu les journaux, j'ai regardé des Hmm. graphiques, je vois que la tendance est haussière, je vois que les nouvelles sont bonnes, donc faut que j'achète. Ça vaut combien? Ça vaut 7610. Où est-ce que j'ai un support? Alors, et on trouve le support qui convient au risque qu'on accepte de prendre. Donc, si vous acceptez de perdre 10 points, vous allez chercher un support qui est 10 points en dessous. Bon, ok, mais ça sert à rien ça, parce que 10 points. Pourquoi est-ce que vous n'attendez pas 10 points pour acheter moins cher finalement? Plutôt que de revendre 10 points en dessous si ça ne monte pas tout de suite. Qu'est-ce qui vous Ouais. garantit que ça va monter tout de suite? En fait, il n'y a jamais rien qui garantit quoi que ce soit. Si vous attendez que quelque chose vous dise que à partir du moment où vous achetez, bah, ça va monter, vous allez attendre longtemps. Personne ne connaît ce truc-là. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où vous achetiez, vous soyez capable de rester à l'achat tant que vous n'êtes pas sûr que le marché ne montera pas. Ok. Vous voyez, comme en fait, il faut aller En fait, il réfléchir. faut changer, oui, il faut changer un Il peu faut de mode de changer son réflexion. prisme. Il faut changer son prisme, absolument. Plutôt que de toujours se demander qu'est-ce qui va monter, demandez-vous jusqu'où ça peut baisser et achetez quand vous pensez que ça ne pourra plus baisser. Parce que souvent, on se précipite. Mais les meilleurs achats, c'est ceux qu'on a le moins envie de faire. Hein. Sincèrement, ça je vous promets que et les meilleures ventes. Hein. Enfin, les ventes sur les actions, on est souvent plus tenté d'aller vendre. Mais les meilleurs achats, ils interviennent tout le temps au moment où on n'en a pas envie, parce que c'est les moments où on a peur, où les nouvelles sont mauvaises, où ça a déjà beaucoup baissé, etc. Alors qu'on est rassuré, on pense que ça va monter quand ça a déjà monté. Et du Ouais, je vois ce coup, que tu veux on dire. oublie de mesurer le risque auquel on s'expose. Hein, alors que finalement, ce qui fait vos pertes, c'est que vous avez pris des risques trop élevés. Et donc, à un moment donné, bah, vous n'avez plus supporté la position. Si vous avez des grosses pertes, hein, je veux dire. Parce que si vous avez que des petites pertes dans votre compte de résultat, si vos pertes, elles sont toutes dans les niveaux que vous acceptez, normalement, déjà, ça veut dire que vous ne perdez pas d'argent sur l'année. Parce que forcément, il y a aussi des moments où vous en gagnez. C'est systématique. C'est que vous avez déjà fait des gros progrès. Mais si vous avez encore certaines grosses pertes, vous avez besoin, vous avez des moments où vous réagissez de façon émotionnelle et des moments où vous ne supportez plus la perte et donc vous la coupez, alors qu'il aurait fallu que vous la coupiez plus tôt ou que vous n'ouvriez pas la position à ce prix-là. Parce que vous n'avez pas correctement identifié le risque que vous preniez au moment de l'ouverture. Mais Il y a c'est un d'ailleurs travail. beaucoup de personnes qui ont réagi sur ce que tu disais par rapport aux émotions. Il m'a fallu une année pour ne plus avoir d'émotions. Mais on en a toujours. Ouais. Moi, ça fait 30 ans, j'en ai toujours. Mais quand j'ai des émotions, je fais attention. J'ai appris à me rendre compte que j'étais Ouais, dans c'est ce ça. moment Et à ne pas émotionnel. agir sur le coup de l'émotion, quoi. Exactement. Absolument, à ne pas agir sur le coup de l'émotion, parce que tant mieux si certains n'ont plus d'émotions. Mais quand même, les émotions sont indispensables à notre vie. Donc, les gens qui vivent sans émotion, ils sont normalement assez asociaux. Si vous arrivez à maîtriser vos émotions uniquement dans le trading, ça va. Mais en même temps, elles nous permettent de mémoriser des choses. Les moments où on a des émotions fortes, ce sont des moments qui se gravent profondément dans notre mémoire. Si on n'a jamais d'émotions, ben, les journées sont plates et on se souvient moins bien aussi de ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas de supprimer les émotions, il s'agit de les maîtriser.
Pas pareil que supprimer, maîtriser. Mm. Supprimer, maîtriser, ça veut dire que quand on a une émotion, on l'écoute. D'abord, on s'en rend compte qu'on a une émotion, parce que on peut ne pas s'en rendre compte. D'abord, on s'en rend compte, et puis après, on va la questionner et on va retourner se poser des questions rationnelles. On doit avoir un mode opératoire. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une émotion? Eh bien, je me reporte à ce que je pensais le matin. Avant que la journée de trading commence, en général, on n'est pas dans l'émotion. Ou la veille au soir, si vous faites vos plans la veille au soir, enfin, dans sa méthode. Hein. Mais au moment où vous avez fait vos plans, où vous avez écrit votre analyse, vous avez eu des conclusions d'analyse. Et il faut voir si vous êtes toujours dans ces conclusions d'analyse ou si vous n'y êtes plus. Si vous n'êtes plus dans les conclusions d'analyse du matin, si le matin vous avez dit la tendance haussière, mais si le CAC 40 enfonce tel niveau, c'est que la tendance n'est plus haussière. Si vous vous rendez compte que la tendance n'est plus haussière et que vous vous mettez à avoir peur sur votre position, c'est bien, vous avez raison, parce que effectivement, le matin, vous avez écrit que le CAC ne serait plus haussier et vous êtes long de Schneider et il est en train de décaler à la baisse. Vous vous demandez si vous devez vendre ou pas. Oui, il y a plus de hausse sur le CAC, donc sur Schneider, sans doute qu'il y aura plus de hausse non plus. Vous avez raison d'avoir peur. C'est pas une mauvaise chose, mais vous avez raisonné avec votre émotion. Vous n'êtes pas arrêté à l'émotion. Tourne cette fois dans ta bouche avant de parler. C'est en fait quelque chose qui veut dire ça. Quand on parle trop vite, c'est qu'on parle selon son émotion. Mais si on prend le temps de réfléchir, alors à ce moment-là, on peut énoncer quelque chose de correct, qui ne sera plus émotionnel. Voilà, donc c'est un ensemble de travaux qu'il faut mener et donc on y Voilà, et reviendra des questions à se poser. Hein, comme tu dis, c'est des questions à se poser pour finalement avancer dans sa réflexion. Et... Oui, voilà. C'est parce que je ne peux pas être à côté de vous quand vous faites du trading, mais je peux vous poser des questions qui peut-être seront à côté de vous quand vous ferez du trading. Et c'est en se posant des questions qu'on avance. Alors, ça nous permet justement d'enchaîner sur le prochain webinaire qu'on fera ensemble pour le mois d'octobre avec arrêter d'essayer de prévoir. Donc, ce sera un peu la suite de cette étape-là. Oui. Voilà. J'en profite également pour nos clients ou les personnes qui nous découvrent en compte de démonstration pour vous dire qu'on vient à votre rencontre en région et on va recommencer un grand tour de France. On passera par Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes. Donc, si vous avez envie de nous rencontrer, que vous n'êtes pas loin d'une de ces villes, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet, page d'accueil, IG fait son tour de France. Et puis, ce sera l'occasion de rencontrer nos équipes, de parler trading et plateforme. Merci encore, Valérie. Il y a de super commentaires. Alors, je te les lis quand même. Merci beaucoup. C'était génial. Le marché a toujours raison. Merci à vous. Donc, voilà, c'était super. Le marché a toujours raison. Voilà. Très clair. Ça ouvre de nouvelles perspectives et donc, c'est extrêmement intéressant. Bon, écoutez, tant mieux. Et puis, bon trade dans les jours qui viennent. Bonne soirée à tous. Merci Valérie. À bientôt. Au revoir.